Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 avril 2020. Je voudrais consacrer cette vidéo à une question qui revient régulièrement dans les messages que je reçois ou dans certains fils de discussion que je vois. C'est qu'un certain nombre de partisans de Macron me disent ah oui, vous êtes toujours dans la critique, mais vous n'auriez pas fait mieux, etc. C'est très facile de critiquer. En fait, Macron, il fait ce qu'il peut, il se débrouille bien, etc. C'est un point de vue très minoritaire, mais c'est un point de vue quand même qui existe. Alors, je voudrais ici exposer ce que j'aurais fait moi si j'avais été président de la République. Alors évidemment, certains vont dire oui, mais c'est très facile de dire maintenant vous allez réécrire l'histoire. Non, 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 non. Je ne vais pas réécrire l'histoire puisque nous avons des preuves. Parce que maintenant, grâce à Internet, tout un chacun peut aller voir quels étaient les engagements programmatiques des candidats à l'élection présidentielle de 2017 et quels étaient les engagements programmatiques des partis politiques qui les soutiennent. Donc, je renvoie ici les auditeurs qui m'écoutent, à condition évidemment qu'ils soient honnêtes intellectuellement, qu'ils soient ouverts d'esprit. Bon, sauf s'ils sont dans la secte En Marche, il n'y a rien à faire. Mais si ce sont des gens qui recherchent la vérité, eh bien, je leur conseille d'aller voir une vidéo que nous avons ressortie récemment, qui est un extrait du passage, j'avais prononcé ça devait être aux alentours de la mi-avril 2017, donc il y a 3 ans, pendant la campagne présidentielle, un extrait du volet santé. Et qu'est-ce que je disais dans ce programme présidentiel? Je prenais l'engagement, si j'étais élu, premièrement, de garantir la sécurité sociale pour tous les Français, sans distinction de catégories sociales, de catégories socio-professionnelles, d'origine, etc., etc. J'aurais d'ailleurs inscrit, c'était un engagement dans mon programme, la sécurité sociale expressément dans la Constitution française, avec le principe de la santé pour tous, et avec la santé gratuite ou avec un très faible ticket modérateur pour tous, y compris d'ailleurs pour les soins dentaires et les soins oculaires. La deuxième chose, j'avais pris l'engagement de faire un coup d'arrêt aux fermetures d'hôpitaux. Et qu'est-ce qui me permettait de faire ce coup d'arrêt? C'était que j'avais prévu par ailleurs, vous le savez bien, la clé de voûte du programme présidentiel, c'était la sortie de l'Union européenne afin de se soustraire aux orientations et aux injonctions fixées par la Banque centrale européenne sur la réduction de nos déficits et par la Commission européenne par le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui exige depuis des années la diminution des moyens consacrés aux hôpitaux publics. C'est d'ailleurs ces rapports des grandes orientations de politique économique, les GOPE, qui sont traduites en français, en France, par ce qu'on appelle le Programme national de réforme, le PNR. J'ai toujours dit dans ma campagne que justement nous sortirions de ce carcan. Et donc j'avais dit, nous mettrons un coup d'arrêt à la fermeture des hôpitaux publics. Nous reverrons au cas par cas ce dont il s'agit. J'avais également pris l'engagement de donner un coup d'arrêt à la privatisation rampante de la santé, comme d'ailleurs la privatisation rampante des retraites. J'avais également pris l'engagement de revaloriser les salaires des personnels médicaux. J'avais également indiqué, allez le voir, j'avais indiqué que j'étais en faveur du développement de la recherche médicale publique. J'avais indiqué également que je lutterais contre les grands laboratoires pharmaceutiques et leur lobbying. J'avais même, dans la vidéo que nous avons remise en ligne, j'avais même cité l'exemple du laboratoire américain Gilead Sciences, qui est un laboratoire qui a une politique de lobbying extrêmement puissante financièrement, qui d'ailleurs finance et a financé un certain nombre de responsables actuellement, notamment du programme de l'essai Discovery, hein, parce que Gilead Sciences veut promouvoir son médicament qui est un nouveau médicament, qui est un antirétroviral, qui s'appelle le Remdesivir. Il se trouve que la présidente de l'essai Discovery, Madame Florence Allaire, professeure, a reçu des financements de Gilead Sciences. Ça n'est pas tolérable. J'avais donc dit, avec beaucoup de prémonitions, déjà dans cette vidéo il y a 3 ans, que je mettrais un coup d'arrêt à la mainmise et au lobbying des grands laboratoires pharmaceutiques, et ainsi qu'au conflit d'intérêts. J'avais également précisé que je développerais une politique publique de médicaments sur le territoire national. Là aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était prémonitoire, compte tenu du désastre ambiant où on constate
que l'on n'a plus de cura, que l'on n'a plus de sédatifs, que l'on n'a plus pas assez de benzodiazépines, que l'on manque de matériel de protection, les masques, les gants, les blouses, etc., dans tous les domaines, parce qu'en fait, tout ceci n'est plus fabriqué. Quand vous pensez que nous avons des responsables, des irresponsables, en fait, des irresponsables politiques qui, au cours des années passées, avant la présidence Macron d'ailleurs, se sont défaits des masques au motif que, de toute façon, on n'en avait pas besoin, et si un jour on en avait besoin, on les achèterait en Chine, et qu'au moment où on va en acheter, on voit bien que malheureusement, les flux sont tendus de fabrication et qu'on passe après tout le monde. Donc voilà ce que j'avais annoncé, et tout le monde peut aller le voir, et tout le monde peut comparer avec ce que disaient les autres candidats. Je me permets d'insister sur le fait que Macron, lui, c'était Pensée printemps, les amis, son programme. Pensée printemps. Pensée printemps, mes amis, c'est réconcilier l'ambition et le réel. Je veux vous dire de penser printemps. Et penser printemps, d'abord, cela veut dire ne pas nous affaisser. Penser printemps, c'est construire l'avenir. Parce que penser printemps, dans ces moments-là, ça veut dire avoir l'esprit de responsabilité. Mais pour penser printemps, il ne faut pas non plus désespérer. Je allais voir également quel était le programme de Fillon, par exemple. Le programme de Fillon, c'était justement les réductions d'hôpitaux, la rationalisation, c'était pas mis comme ça, c'était la rationalisation des dépenses de santé, améliorer la compétitivité, etc., etc. En fait, les Républicains, c'était pareil que En Marche. Alors, il est vrai, si vous regardez les programmes, le programme de Madame Le Pen ou le programme de Monsieur Mélenchon sur les questions de santé était en fait très voisin du mien. C'est-à-dire qu'il voulait mettre un coup d'arrêt à la fin, à la disparition, à la dislocation de l'hôpital public, redonner des moyens au personnel hospitalier. Ils allaient quand même moins loin sur un certain nombre de sujets. Je ne crois pas avoir vu, peut-être que j'ai peut-être pas bien regardé, je ne pense pas avoir vu qu'ils dénonçaient la mainmise des laboratoires pharmaceutiques privés, notamment d'origine américaine. Mais ce que j'ai bien vu, c'est que ni Madame Le Pen ni Monsieur Mélenchon ne proposaient de sortir de l'Union européenne. C'est-à-dire que s'ils avaient été élus, ils se fussent retrouvés dans la même situation que Macron, à devoir appliquer les rapports des grandes orientations des politiques économiques et le programme national de réforme. C'est la raison pour laquelle je suis ferme dans ce que je dis là maintenant, et j'attends que quiconque m'apporte un démenti vienne débattre avec moi. Le seul qui avait présenté un programme clair et net et cohérent de revalorisation de l'hôpital public, c'était moi, avec la sortie de l'Union européenne, la sortie du carcan des grandes orientations des politiques économiques, la sortie des carcans budgétaires et une politique de santé nationale. Donc voilà quel était le programme que j'avais établi. Et d'ailleurs, les gens qui m'écoutent et qui me suivaient savent bien que, s'agissant de ce dernier volet, j'ai toujours insisté sur le fait qu'un chef d'État, c'est pas quelqu'un qui doit penser à la prochaine élection, mais quelqu'un qui doit penser à la prochaine génération. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit envisager des situations de crise, des situations dramatiques. Et j'ai toujours dit, et j'insiste sur la nécessité qu'un pays comme la France doit avoir toujours à l'esprit la nécessité d'autosuffisance dans les domaines clés. Autosuffisance alimentaire, autosuffisance vestimentaire, autosuffisance médicale et sanitaire, autosuffisance militaire. Ça ne veut pas dire, bien entendu, de ne pas commercer avec le reste du monde, mais ça veut dire qu'il faut toujours avoir à l'esprit le fait que le pire peut arriver. J'ai d'ailleurs souvent dit dans des conférences, allez le retrouver, j'avais pris l'exemple, par exemple, d'une révolution en Malaisie et qui fermerait le détroit de la Sonde, le détroit de Malacca et du côté de Singapour. Ça veut dire que tous les immenses cargos qui apportent en Europe occidentale les productions fabriquées de Chine passent par ce qui est une espèce de veine jugulaire géographique. Regardez la carte. Si ces détroits sont bloqués, j'avais dit et redit que l'on serait dans une situation extraordinairement grave. Nous n'aurions plus de téléphones portables qui nous seraient livrés, nous n'aurions plus d'ordinateurs, nous n'aurions plus de produits bruns, de produits blancs, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qui est fabriqué en Chine. Nous n'aurions plus de meubles, nous n'aurions plus de jouets, nous n'aurions plus de vêtements.
C'est-à-dire que nous n'aurions plus de médicaments et nous n'aurions plus de masques. Voilà. Donc, les partisans de la construction européenne, de la libre circulation des mouvements de capitaux, du fait d'aller faire délocaliser toute notre production en Chine ou au Vietnam, etc., ont tout simplement oublié et on l'impasse sur le fait que tout peut arriver, et c'est exactement ce que l'on constate aujourd'hui. Alors ça, c'était mon programme. Et le programme, je l'aurais appliqué. Pourquoi est-ce qu'on peut en être certain? Parce que ça fait quand même plus de 13 ans que je décline ce même programme, sans jamais en varier. Je suis incorruptible parce que je me bats pour ce qui est bon, pour mon pays, pour la France, pour mes compatriotes, pour nos enfants, nos petits-enfants, pas seulement ma famille et mes proches, mais parce que ça s'appelle tout simplement la solidarité nationale, le patriotisme et l'amour de son pays. Alors maintenant, qu'est-ce qui se serait donc passé si j'avais été à la place d'Emmanuel Macron? Eh bien, j'aurais eu, dès le début janvier, probablement, les informations. Madame Buzyn a dit qu'elle avait informé Macron de l'épidémie le 11 janvier. J'aurais été certainement dans la même situation. J'aurais donc appris cette épidémie d'un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, qui a été formellement identifié officiellement le 9 janvier 2020. Donc, ce que j'aurais fait dès l'annonce de cette épidémie, la première chose, c'est que je me serais tourné vers le laboratoire P4 de Wuhan, qui est un laboratoire qui est spécialiste dans justement la recherche des virus et des épidémies. À ce propos, je voudrais quand même insister sur ce caractère quand même très particulier, c'est qu'il se trouve que le Premier ministre français de l'époque, M. Bernard Cazeneuve, en février 2017, est allé inaugurer à Wuhan un nouveau laboratoire, enfin qui existait auparavant, mais du moins une coopération médicale franco-chinoise, justement sur les virus. C'est le laboratoire P4 de Wuhan, et j'ai regardé d'un petit peu près. Il y a donc un accord international entre la France et la Chine pour la coopération médicale qui a été bénie aux plus hautes autorités de l'État, parce que donc, le Premier ministre était là. Il était d'ailleurs accompagné de Monsieur Lévy, qui dans la vie civile, et de Marie d'Agnès Buzyn, qui à l'époque était le président de l'INSERM. Donc, Madame Buzyn ne pouvait pas ignorer l'existence de ce laboratoire. Et il faut savoir que le contribuable français verse chaque année 1 million d'euros à ce laboratoire. Donc, la première chose que j'aurais demandé au ministre de la Santé, c'est de dire, écoutez, l'épidémie, paraît-il, vient de Wuhan. Nous finançons, dans le cadre de la coopération scientifique et médicale, une coopération médicale avec la Chine, justement, dans un laboratoire justement dédié aux recherches sur les virus à Wuhan. Donc la première chose, c'est à quoi sert notre argent? À quoi sert les 1 million d'euros que les Français versent depuis plusieurs années, qui nous disent ce qui se passe? Ça, c'est la première chose que l'on devrait avoir. La deuxième chose que j'aurais faite, moi, il se trouve, vous me connaissez, j'ai vécu au Japon, 1 an et demi. Je suis allé très souvent dans les pays d'Extrême-Orient, en Corée, à Taïwan, au Japon, en Chine, au Vietnam, etc. Je sais qu'il y a une coopération à très haut niveau entre la France et la Chine en matière scientifique, en matière nucléaire, culture, littérature, peinture, etc. Donc, on a développé toute une série d'accords bilatéraux. Donc, ce que j'aurais fait, la deuxième chose que j'aurais faite, c'est que j'aurais diligenté immédiatement une mission d'expertise en Chine, mais pas seulement en Chine, je les aurais envoyé également quelques médecins en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, à Hong Kong, pour qu'ils aillent immédiatement voir quelles étaient les mesures qui étaient prises. Actuellement, d'ailleurs, à l'époque, on a vu dans les journaux qu'il y avait des articles de presse qui arrivaient sur les mesures de confinement qui étaient prises ici ou là. On voyait que Taïwan avait décidé de fermer les frontières. Voilà. D'ailleurs, en refusant d'appliquer les directives de l'Organisation mondiale de la santé, puisque l'Organisation mondiale de la santé a pris dans cette affaire des choses absolument ahurissantes, des décisions interdisant, enfin recommandant le fait qu'il ne fallait pas fermer les frontières, déconseillant le port du masque, etc., etc. L'Organisation mondiale de la santé, qui d'ailleurs est un organisme qui pose problème,
On a appris aujourd'hui même que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui est un Éthiopien, a félicité, a remercié Macron pour son leadership mondial dans la lutte contre le coronavirus. Alors certes, c'est un message Twitter, c'est pas une position officielle de l'OMC. Enfin, ça veut tout dire. Ça veut dire que l'OMC, alors soit le directeur général de l'OMC est complètement incompétent et ne sait pas ce qui s'est passé en France, Macron étant le pire chef d'État pour la gestion du coronavirus. Il suffit de voir les résultats qui ont été obtenus au Portugal, en Allemagne, en Autriche, dans pas mal de pays de l'Est, etc., sans parler de la Corée, de la Chine, etc. Donc le fait que le directeur général de l'OMS félicite Macron, ça veut dire soit il est complètement incompétent, soit c'est la corruption. C'est pas, voilà. Je rappelle au passage que le Grand Tremble français verse 20 millions d'euros par an à l'Organisation mondiale de la santé pour avoir une organisation qui a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. La meilleure preuve étant d'ailleurs que Taïwan, qui est exclu de l'OMS du fait de la Chine qui a refusé qu'elle soit présente, il s'agit de l'ancienne, ce qu'on appelait la Chine nationaliste, eh bien Taïwan donc a refusé d'appliquer les orientations de l'OMS, et Taïwan est probablement le pays du monde qui a le mieux géré justement l'affaire du coronavirus en prenant immédiatement des mesures d'interdiction de franchissement des frontières en provenance des zones les plus touchées, en diffusant des masques, etc., etc. Alors, j'en reviens à ce que je disais. La deuxième chose, j'aurais envoyé une mission d'expertise pour que l'on m'explique ce qui se passait en Chine, en Corée, à Hong Kong, au Japon, à Taïwan. On a d'ailleurs des ambassades sur place avec des conseillers scientifiques qui auraient accompagné ces missions. Et ça, en l'espace de 5-6 jours, disons une semaine, on pouvait avoir des rapports qui nous expliquaient le pourquoi du comment. La troisième chose que j'aurais faite, à partir des informations venant, c'est que j'aurais demandé au ministre de la Santé de vérifier immédiatement quels étaient les moyens dont disposait la République française. Donc, j'aurais demandé, est-ce que nous avons des masques? Combien est-ce que l'on en a? Où sont-ils? Peut-on avoir l'état des stocks? Pareil pour les médicaments, les sédatifs, le Cura, les benzodiazépines. Pareil pour les gants, tous les appareils de protection, les blouses, les gants, etc., face à une épidémie qui pouvait arriver. Et je l'aurais fait d'autant plus, j'ai pas la science infuse, que justement nous aurions eu les renseignements venant de ces missions d'expertise qui seraient établies en Extrême-Orient. J'aurais également fait le point sur le nombre de respirateurs et comment s'en procurer. Et à partir du moment où nous aurions eu ce bilan, je pense qu'on aurait pu avoir ce bilan, honnêtement, en mettant un petit peu la pression, on aurait pu avoir ce bilan aux alentours du 25 janvier. Il fallait immédiatement, compte tenu du désastre que j'aurais découvert, si j'avais été à la place de Macron. Mais je rappelle que moi, depuis 3 ans, j'aurais redonné des moyens aux hôpitaux. Donc, parmi les moyens que j'aurais redonnés aux hôpitaux, conformément à mon programme présidentiel, j'aurais redonné énormément de moyens aux hôpitaux. Normalement, les hôpitaux auraient reconstitué des lits de réanimation, auraient reconstitué également des stocks de masques, auraient reconstitué des stocks de gel hydroalcoolique, des stocks de médicaments. Donc, compte tenu de la situation, on ne serait pas parti de la même situation de départ que Macron. Mais même en partant de la situation de Macron, j'aurais pris les mesures pour que dès la fin janvier, on passe les commandes les plus importantes. Quatrième point, j'aurais instauré immédiatement un contrôle aux frontières. Je me serais inspiré de ce qu'on fait immédiatement Taïwan. J'aurais fait évidemment un bras d'honneur à l'Union européenne, d'autant plus que j'aurais été élu en 2017 pour sortir de l'Union européenne et que, puisque j'aurais lancé l'article 50, je vous renvoie à ma conférence qui s'appelle Le jour d'après, que j'ai fait il y a plusieurs années, j'ai toujours indiqué que, ayant été élu en 2017, la première chose que j'aurais faite, c'est que j'aurais convoqué l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne dans les jours suivant mon élection pour lancer la procédure de l'article 50 qui mène à la sortie de l'Union européenne. Donc, normalement, nous serions sortis de l'Union européenne. Et donc, nous n'aurions pas les contraintes de l'Union européenne dans cette affaire.
En tout cas, j'aurais me suis inspiré de l'exemple de Taïwan et j'aurais immédiatement suspendu d'abord, la première chose à faire, c'était suspendre les vols d'Air France en provenance de la ligne de Wuhan, peut-être d'ailleurs en provenance de toute la Chine. Deuxièmement, m'inspirer de ce que faisaient les Taïwanais ou les Coréens, c'est-à-dire imposer à la population une fermeture des frontières progressive vis-à-vis du reste du monde. Dès qu'on a vu qu'un cas était arrivé, par exemple en Italie, fermer les frontières avec l'Italie, etc., etc. Je l'aurais fait et je l'aurais expliqué aux Français. Mais j'aurais pas dit, je ne serais pas allé comme Macron le 6 mars en disant il faut continuer comme avant, il faut aller dans les bars tabac, dans le théâtre, dans le cinéma. J'aurais au contraire fait une déclaration en disant, comme doit le faire un chef d'État, j'ai décidé ça, 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 ça et ça. Point. Et je n'aurais pas fait les fioritures de M. Macron qui parle, et dont on ne sait jamais d'ailleurs où est-ce que tout ceci débouche. J'ajoute que les frontières auraient été fermées également l'outre-mer pour protéger nos compatriotes vivant aux Antilles, à la Réunion ou bien dans les territoires d'outre-mer du Pacifique. Cinquième décision, j'aurais établi un groupe d'intervention opérationnelle. Ce que les anglo-saxons ont une formule qu'ils adorent, ils appellent ça une task force. C'était un groupe de travail, mais avec l'idée de quelque chose de très opérationnel, pas quelque chose en... J'aurais passé une commission scientifique, un conseil scientifique à la Macron, parce que le conseil scientifique, qui n'est peuplé que de médecins, en fait est peuplé de médecins qui sont bien en cours. Voilà. L'actuel président du conseil scientifique, M. Benchessin, a été également conseiller le président du comité d'éthique. Enfin, il a 50 casquettes, on dirait de le voir. Ça fait partie de ces gens qui sont des espèces de personnalités qualifiées, comme on dit dans le jargon du ministère, auxquels on a l'impression qu'on a toujours recours. C'est dès qu'il y a un problème, on touche toujours les mêmes personnes. Non. Moi, j'aurais fait un groupe d'intervention opérationnel en demandant à des jeunes talents de venir. J'aurais convié, enfin c'est pas moi qui l'aurais fait, je demandais au ministre de la Santé, le Premier ministre s'en chargeait bien sûr, mais d'avoir des épidémiologues jeunes ou moins jeunes, des gens expérimentés. On aurait pu, alors ça c'est les médecins d'accord, comme dans le conseil scientifique, mais j'aurais assorti ça de militaires, de gens des services de renseignement, de la DGSE, savoir ce qui se passe à l'extérieur. J'aurais assorti ça de secouristes, de directeurs d'hôpitaux, de personnel soignant d'hôpitaux. Donc on aurait pu avoir une espèce de groupe de réflexion avec peut-être une quarantaine de personnes, avec des représentants des gens qui sont sur le terrain, pas uniquement des professeurs d'université chenus qui sont habitués aux honneurs. À voir, parce que le témoignage d'une infirmière qui est sur le terrain et qui sait très bien ce qui peut se passer, c'est elle qui aurait tiré la sonnette d'alarme en disant « mais je vous signale qu'on n'a rien, on n'a que des sacs poubelles pour se protéger si l'épidémie arrive ». Donc, j'aurais également demandé qu'on y ajoute des fabricants français, des fabricants de tests, de masques, etc., pour faire un véritable groupe opérationnel. Et ceci aurait pu être mis en place dès la troisième décade du mois de janvier, c'était entre le 20 et le 31 janvier. Voilà ce que j'aurais fait. Et puis, une fois que tout ceci eut été fait, j'aurais, en écoutant le gouvernement, en prenant la tâche du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, en parfait accord avec le Premier ministre, avec le ministre de la Santé, j'aurais fixé une doctrine précise que j'aurais exposée aux Français en leur disant voilà la situation et voilà ce qu'il faut faire. Et très probablement, évidemment, je vais écrire un peu l'histoire, et très probablement, nous aurions suivi ce qui se passait de mieux. Le raisonnement que je tiens, c'est un raisonnement à la chinoise ou à la japonaise. Moi, j'ai vécu au Japon. Comment font les extrêmes orientaux? Toujours s'inspirer de ce que font les autres, en voyant ce qu'il y a de meilleur, daiichi, on dit en japonais, le numéro 1, voilà ce qu'il y a de mieux, s'en inspirer, le copier et l'améliorer si possible. C'est exactement ce raisonnement chinois ou japonais que j'aurais fait. Je me serais donc documenté avec le gouvernement et nous aurions fixé une doctrine d'emploi, d'utilisation, avec fermeture des frontières, développement des tests,
développement des masques, essayer de tester le maximum de personnes de la population française, confiner non pas des gens sains, mais justement des gens qui sont infectés, parce que tout ce qu'a fait Macron, c'est exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. On peut d'ailleurs constater la différence avec, par exemple, ce qui a été fait en Allemagne, où en Allemagne, eh bien, c'est un pays connu pour être quand même beaucoup plus, comment dirais-je, organisé et avoir une vision des choses qui est parfaitement cadrée et réfléchie. Et puis enfin, eh ben enfin, j'aurais arrêté de parler à tort et à travers tout le temps. Voilà. J'aurais fait une déclaration fondatrice en disant voilà la doctrine, et puis ensuite, c'est le Premier ministre ou le ministre de la Santé qui interviendrait à la télévision. Et puis, j'éviterais aussi d'avoir cette espèce d'entretien, une espèce d'angoisse permanente avec le directeur des hôpitaux qui vient dresser la litanie de tous les morts de la journée. C'est une espèce de rubrique nécrologique absolument insensée. On voit d'ailleurs ça, je vois que dans d'autres pays, on fait valoir au contraire des gens qui s'en sortent. J'ai vu qu'au Royaume-Uni, ils ont donné la parole sur tous les médias à une centenaire, une dame qui a 106 ans, qui a été atteinte du coronavirus et qui s'en est sortie. Donc, moi, j'aurais évité de faire ça. Après tout, il y a un nombre de cancers, de personnes qui décèdent par le cancer chaque mois qui est très, très, très supérieur. On ne fait pas la rubrique tous les soirs de la nécrologie des morts du cancer. J'aurais donc pris les choses en main. J'aurais donné aux Français la garantie qu'ils étaient dirigés par un chef d'État qui prenait les choses en main de façon digne, responsable et de façon réfléchie. Enfin, le dernier point, j'aurais demandé à ce groupe de travail opérationnel de me présenter au plus vite, de présenter au ministre de la Santé, au Premier ministre et à moi-même, de me présenter un bilan sur les études existantes en la matière. Si ce travail avait été effectué, et ce n'est pas surhumain que de le faire, je pense que ça aurait clarifié d'emblée le débat, ça aurait permis notamment de trancher beaucoup plus rapidement sur les essais cliniques que l'on pouvait faire et même sur l'utilisation immédiate. Ça aurait notamment permis d'y voir plus clair sur ce débat très nébuleux qui a entouré l'affaire de la chloroquine dont les Français sont témoins. Voilà tout ce que j'aurais fait, moi. Maintenant, que l'on ne vienne pas me dire que je fais des critiques à Macron sans savoir ce que j'aurais fait, eh bien, je peux vous assurer, j'en prends ici le serment, que si j'avais été président de la République, eh bien, nous aurions évité des milliers de morts, que l'impéritie, l'incompétence, l'amateurisme, le bavardage, l'irresponsabilité de Macron ont causé. Vive la République et vive la France.